Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des presses de la Cité, présentent Les écologistes contre la modernité. Le procès de Prométhée, de Fergan Aziari, lu par Nicolas Justamont. Introduction. Tout le monde aime la nature. En quittant les Comores pour la France, mes parents n'ont pas seulement fui la pauvreté matérielle, ils ont aussi échappé à une pollution qui tue 6 à 50 fois plus en Afrique subsaharienne qu'en Europe occidentale. Je suis toujours frappé du regard étonné qu'on me lance quand je souligne ce fait. Notre imaginaire collectif est tellement imprégné de la fable rousseauiste du bon sauvage et du mythe du paradis perdu que nous sommes convaincus que la pollution est une maladie de la modernité. Il suffirait de nous débarrasser de la société bourgeoise et de revenir au mode de vie de nos ancêtres pour retrouver un environnement pur. C'est pourtant dans l'Antiquité que le philosophe Sénèque envoie une lettre à son ami Lucilius pour lui dire qu'il ne s'est jamais aussi bien porté depuis qu'il a quitté l'atmosphère oppressive et toxique de Rome. Et c'est au XVIe siècle que le poète Ronsard dénonce la destruction de la forêt de Gâtine. Bon nombre de mots que nous attribuons à l'ère moderne la précèdent et ont été corrigés par elle. Mais au lieu de remercier l'esprit prométhéen et le progrès technique, nous versons dans l'ingratitude et laissons la nostalgie pré-industrielle déformer notre perception des défis actuels. C'est ainsi que se multiplient les appels à la sobriété heureuse dans nos sociétés lassées de leur richesse, du moins en théorie. En pratique, les migrations témoignent que l'attrait pour la vie bourgeoise prime sur l'envie de décroissance. On voit souvent des Africains risquer leur vie pour quitter le doux cocon de l'indigence au profit des sociétés corrompues par l'opulence. À l'inverse, le retour à la terre des bourgeois des métropoles occidentales se fait plus discret. Certes, les études d'opinion suggèrent que les milieux aisés sont les plus sensibles aux préoccupations écologiques. Luc Ferry relevait ce fait en 1992. C'est en Occident que la dénonciation écologiste des méfaits de l'Occident acquiert droit de cité, élabore les arguments les plus sophistiqués, mobilise les sympathisants les plus nombreux. Cette soif bourgeoise de pureté n'est ni étonnante ni malveillante quand on réalise que la protection de l'environnement est un produit de luxe. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de l'opposer à la quête de richesse. C'est pourtant le ton qui domine dans le débat public. L'ironie veut que ceux qui assignent les plus humbles aux vertus de la misère soient toujours les plus opulents. Au risque de vexer quelques militants sincères, je ne peux cacher mon malaise en entendant la Suédoise Greta Thunberg, issue d'un des pays les plus riches du monde, fustiger le mythe d'une croissance économique éternelle lors d'un sommet de l'ONU, encore largement composé de pays en voie de développement. À l'heure où l'arrêt de l'économie par des dirigeants apeurés par la Covid-19 au cours de l'année 2020 a fait croître de manière effarante le nombre d'affamés, qui peut croire qu'un monde stationnaire serait plus fraternel? Plus personne ne peut nier qu'une décroissance adviendrait dans la douleur. Mais pour les déclinistes verts, la terre damnée importe plus que les damnés de la terre. Les adorateurs de Gaïa assument le sacrifice d'une partie de l'humanité sur l'autel d'une nature déifiée. On ne peut pas comprendre le rejet de la société industrielle sans le lier aux arrière-pensées récurrentes contre le capitalisme. On reprochait hier à celui-ci de paupériser les masses. On dénonce désormais le confort qu'il procure. Ce confort s'obtiendrait au détriment de l'intégrité de notre planète.
On assiste depuis un demi-siècle en effet au glissement successif des boucs émissaires. Le marxisme avait désigné le capitalisme comme responsable de la misère humaine. Le tiers-mondisme, déçu par l'embourgeoisement des classes ouvrières, lui avait substitué l'Occident. Avec l'écologie, nous franchissons un cran supplémentaire. Le coupable, c'est l'homme lui-même dans sa volonté de dominer la planète. Les trois victimes émissaires peuvent s'additionner. L'écologie peut récuser le capitalisme inventé par un Occident prédateur des peuples et destructeur de la terre, note Pascal Bruckner. La chute du mur de Berlin a conduit les déçus du collectivisme à rechercher de nouveaux refuges pour loger leur hostilité contre les sociétés bourgeoises. Le culte de Gaïa n'est que le nouveau véhicule de cette sempiternelle rancœur. Opposer l'embourgeoisement du monde à la qualité de l'environnement n'a pourtant aucun intérêt. L'idée qu'il suffirait de s'affranchir du matérialisme pour assainir notre planète ne correspond à aucune réalité historique ou géographique. Les pays les plus propres et les plus résilients face aux aléas naturels sont les plus riches, ceux qui ont les moyens de se doter des technologies les plus avancées. Le changement climatique ne change pas le fait que le progrès économique et technologique reste le moyen le plus juste et le plus sûr de lutter contre les nouveaux risques, sans renoncer à améliorer le sort des pauvres. Une société d'abondance pour tous est donc possible et souhaitable. La surpopulation ou la surconsommation sont des épouvantails qui ne reposent sur rien. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les écologistes les plus radicaux redoutent la capacité de la civilisation technologique à innover pour durer. Leur objection contre la modernité est de moins en moins fondée sur des arguments techniques et sécuritaires. Elle revêt les habits d'une morale réactionnaire, anti-humaniste et puritaine. Dans ces conditions, on comprend leur rejet des technologies les plus crédibles face aux nouveaux risques. L'hostilité des écologistes à la seule énergie abondante, pilotable et décarbonée qu'est le nucléaire est une illustration parmi d'autres de leur incohérence ou, si l'on est plus sévère, de leur insincérité. Leur haine de la civilisation industrielle repose davantage sur le fantasme d'une nature vierge, immuable, personnifiée et délivrée de l'emprise humaine. Mais, n'en déplaise aux adeptes de ce nouveau paganisme, la terre est devenue un vaste jardin façonné par Sapiens. Ce que nous appelons nature sauvage n'existe plus. Notre nature est désormais humanisée. Faut-il le regretter ? Certes, les extinctions en cours suggèrent que l'ère de l'homme, l'Anthropocène, fait de nombreux perdants. Mais ainsi que nous le verrons, d'autres espèces sont amenées à profiter de cette ère. Sapiens peut-il alors remplacer la sélection naturelle théorisée par Darwin par une sélection artificielle ? Les apôtres de Gaïa répondent par la négative, sans la moindre justification rationnelle. Ils n'excluent pas l'instauration d'un régime autoritaire pour imposer leur conception arbitraire de la nature. Signe de leur hégémonie, ils parviennent à infléchir les positions de ceux qui se sont longtemps présentés comme les gardiens spirituels de l'humanisme occidental. Ce livre ne souhaite pas seulement déconstruire ce qui s'apparente à une nouvelle religion. Il est aussi un plaidoyer en faveur d'un modèle de société dont le bilan est remarquable et qui recèle encore d'heureuses promesses. La civilisation industrielle nous a délivrés de la faim, de l'insécurité, de la pénibilité, de l'ignorance et d'un environnement bien plus toxique que celui que nous habitons aujourd'hui. La sacrifier ressusciterait ces mots. Renoncer à son expansion reviendrait à trahir ceux qui se battent encore avec ces fléaux. Ce serait enfin saboter l'accès aux technologies indispensables à la résolution des nouveaux défis.
À l'écologie décliniste, opposons une écologie des Lumières qui place sa confiance dans l'homme et sa faculté d'embellir notre maison commune. Chapitre 1. Ce que nous devons à la civilisation industrielle. Déployant ses ailes dorées, l'industrie aux 100 000 bras, joyeuse, parcourt nos climats et fertilise nos contrées. Le désert se peuple à sa voix, le sol aride se féconde, et pour les délices du monde, au monde elle donne des lois. Honneur à nous, enfants de l'industrie. Honneur, honneur à nos heureux travaux. Dans tous les arts vainqueurs de nos rivaux, soyons l'espoir, l'orgueil de la patrie. Rouget de Lille. Est-il bien nécessaire de rappeler les bienfaits des sociétés modernes? À première vue, peu de gens adhèrent sincèrement au « c'était mieux avant ». Pourtant, nous avons entendu un ministre français idéaliser l'agriculture de nos grands-parents. Et bien qu'Emmanuel Macron ait ironisé sur le modèle amish, la pression électorale l'a conduit à nommer à son gouvernement un Nicolas Hulot dont les propositions, si elles étaient rigoureusement appliquées, nous reconduiraient vers l'ancien régime, ainsi que l'avoue cet autre décroissant qu'est Jean-Marc Jancovici. Les amateurs d'histoire rétorqueront que toutes les époques ont leurs mécontemporains et leurs briseurs de machines. Les dissertations en faveur d'un monde d'après, délivrées des méfaits de la société moderne, ne font que singer la prose des romantiques du XIXe siècle. Et il est vrai que le mépris de la technologie est la norme historique. Au Moyen Âge, l'horreur des nouveautés que décrit l'historien Jacques Le Goff conduisait à considérer l'inventeur comme l'ennemi de l'ordre social. Ce n'est qu'au XVIe siècle que l'on favorise la faculté humaine de s'ériger en maître et possesseur de la nature, ou en son interprète et ministre, pour citer les formules de René Descartes et de Francis Bacon. La nouveauté de notre époque est ailleurs. Hier, le rejet de la société technicienne reposait sur le corporatisme, l'obscurantisme ou un sentimentalisme peu soucieux de la rigueur. Désormais, il prend les allures d'un discours scientifique rationnel et respectable. Rousseau et le mythe de la prospérité prémoderne. Jean-Jacques Rousseau est le premier procureur moderne de la modernité. Alors que le siècle des Lumières voue un culte au progrès, Rousseau joue au rabat-joie. Son premier discours, qui le rend célèbre, est en effet un violent réquisitoire contre le progrès des arts, des sciences et des techniques. L'auteur du contrat social accuse la civilisation de pervertir l'homme en l'éloignant d'un état de nature édénique. Le procès contre la civilisation continue avec son second discours. Rousseau y perpétue l'apologie du bon sauvage. L'humanité se serait épargnée bien des peines si elle n'avait jamais ouvert la boîte de Pandore de la vie moderne. Nous aurions dû conserver la manière de vivre simple, uniforme et solitaire qui nous était prescrite par la nature. Rousseau fustige l'homme civil tenté par les superficialités. L'agriculture provient de notre incapacité à nous contenter de ce qu'offre spontanément la terre en abondance, pour peu que nous limitions nos effectifs. Comment l'homme en est-il venu à se tuer à la tâche pour vivre dans le faste, quand il pourvoyait facilement à ses besoins à l'état de nature? Quand d'un côté l'on considère les immenses travaux des hommes, on ne peut qu'être frappé de l'étonnante disproportion qui règne entre ces choses, et déplorer l'aveuglement de l'homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine admiration de lui-même,
le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible, et que la bienfaisante nature avait pris soin d'écarter de lui. Le péché originel vient de la propriété, qui détruit l'état de nature au profit de la société civile. Le désir de possession est à l'origine de toutes les oppressions. Selon Rousseau, l'homme aurait tout perdu en passant de l'état de nature à l'état civil. L'abondance au moindre effort, la paix, la sécurité, l'égalité, la résilience, l'indépendance et la santé. C'est à raison que l'écrivain Marcel Schneider voit dans l'auteur du contrat social le père spirituel des écologistes. Signe que le mythe de l'âge d'or prémoderne fait des émules, il inspire une littérature scientifique qui soutient que les chasseurs-cueilleurs jouissaient, avant la révolution néolithique, la sédentarisation et l'invention de l'agriculture, d'un confort que nous devrions envier. C'est la thèse que défend le célèbre anthropologue Marshall Salins dans un ouvrage publié en 1972. Il suggère que le péché originel de l'homme réside dans sa sédentarisation. Le bilan de la révolution néolithique n'aurait rien de glorieux. Elle aurait ouvert la voie à la maladie, la rareté et la pénibilité. Pourquoi diable les hommes se sont-ils mis à cultiver la terre si cela ne leur a apporté que des maux? Il y a une part déroutante de vérité dans ce récit. Quelques heures de travail par jour suffisaient aux chasseurs-cueilleurs pour couvrir leurs besoins. Ils avaient une meilleure alimentation que les premiers paysans. Sur ce point, ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que la civilisation prend sa revanche sur le néolithique. Les antimodernes sont confortés dans leur position. Figure de la mouvance libertaire, David Graeber affirme que les travaux de Salins sur l'abondance préhistorique ont joué un rôle clé dans l'émergence des mouvements décroissants dans les années 1970. Dans son ouvrage « Homo domesticus », l'anthropologue James C. Scott complète le sombre tableau dressé par Salins. La sédentarité aurait inauguré l'anthropocène faible. Sapiens commence à dégrader son environnement de manière significative. Toutefois, un examen plus approfondi de la vie des nomades contrebalance l'irrationalité des premiers paysans. Les nomades n'ajoutaient aucune richesse à la nature sauvage. Faute de droits de propriété, ils la surexploitaient. Ils s'exposaient à de lourdes contraintes démographiques. Partout où ils passaient, leurs ressources trépassaient. Le nomade pouvait causer l'extinction du gibier qu'il chassait pour se nourrir, ce que James C. Scott se garde bien de mentionner en datant l'anthropocène faible de la sédentarisation. Ces faits motivent certains décroissants à dresser un constat plus sévère que Rousseau sur l'origine du mal. Au Climax Festival de 2018, le collapsologue Aurélien Barraud enjoignait son public de ne pas adhérer au mythe qui voudrait que l'homme ait commencé à saccager son environnement au début de l'ère industrielle. Ce qui semble se dessiner ici, c'est finalement un comportement endémique à ce que nous sommes. Quelle foi dans l'espèce humaine! À la décharge d'Aurélien Barraud, les nomades n'étaient pas plus humanistes. Ils recouraient à des comportements malthusiens pour limiter leur démographie. Allaitement prolongé des enfants par les femmes, consommation de contraceptifs et d'abortifs, guerre et surtout infanticide routinier. Les données disponibles indiquent que les tueries intra- et intergroupes éliminaient régulièrement plus de 5% de la population par génération, écrit l'archéologue Brian Hayden. Le taux d'infanticide durant le Pléistocène se situait entre 15 et 50% du nombre total de naissances.
Ces pratiques visaient particulièrement les femmes en raison de la préférence des communautés primitives pour la force physique. Cette qualité avait une plus forte valeur ajoutée compte tenu de l'hostilité de leur environnement. Salins et Scott mentionnent les infanticides des nomades dans leurs écrits. Cependant, ils attribuent ces crimes à leurs déplacements incessants et aux contraintes logistiques. Ces explications qui tordent le cou à la littérature dominante rejoignent in fine des problèmes de durabilité. C'est bien l'épuisement des ressources que les nomades provoquaient qui les obligeait à migrer et à éliminer les plus faibles. L'harmonie des primitifs avec la nature est une légende. L'agriculture abolit ces pratiques. Elle instaure les premières formes de propriété foncière à des fins de domestication et de conservation. L'homme cesse d'être un simple consommateur. Il devient un producteur. Il forme des communautés plus denses. La densité des communautés de chasseurs-cueilleurs était d'environ 1 personne pour 26 km². Les premières formes d'agriculture multiplient cette densité au moins par 40. La fin du nomadisme humanise les rapports sociaux. Les infanticides régressent. Mieux, les agriculteurs sédentaires connaissaient des taux de reproduction sans précédent, admet James Scott, qui précise que les enfants ont acquis une plus grande valeur en tant que main-d'œuvre agricole. Certains y verront le début du cynisme capitaliste. D'autres, comme Dominique Bourg, déploreront que cette innovation ait fini par provoquer une embellie démographique, rendant tout retour en arrière impossible. Les optimistes rappelleront que, pour la première fois, les enfants cessent de menacer la vie de leurs parents. Ainsi, la vie humaine peut se multiplier malgré la hausse de la mortalité provoquée par les maladies momentanément aggravées par la sédentarité. La richesse fait le bien-être. Bien qu'il soit tentant de le faire, gardons-nous de caricaturer les décroissants. Tous ne proposent pas de revenir à l'âge des cavernes. Ces fantasmes appartiennent à quelques marginaux. La plupart savent que ce scénario est incompatible avec un monde comptant bientôt 8 milliards d'hommes. Il n'en demeure pas moins qu'une nostalgie prévaut à l'égard des temps prémodernes. Pierre Rabhi parle des sociétés traditionnelles comme de collectifs qui excellent dans l'optimisation de l'art de vivre. Partant de cette nostalgie, il culpabilise les pays émergents désireux de se développer. En choisissant le modèle de développement responsable du désastre, les pays émergents contribuent à accélérer un processus qui ne peut qu'être fatal à l'espèce humaine. L'écologie s'éloigne de l'altermondialisme traditionnel qui s'indigne de la pauvreté des pays du Sud. En les assignant à la misère perpétuelle, ne devient-il pas un néocolonialisme ? Alors que le développement était hier un objectif partagé par tous, il devient la source du mal, comme le martèle Serge Latouche. Nicolas Hulot ne dit pas autre chose quand il estime que le PIB est basé sur des critères qui n'ont rien à voir avec le bien-être des citoyens. Personne ne niera la nature imparfaite de cet indicateur. Il comptabilise aussi bien l'achat d'un médicament qui guérit le cancer que la vente d'armes à une dictature sanguinaire. Toutefois, on est obligé d'admettre que les indices humanitaires sont liés au niveau de la production que le PIB permet d'évaluer dans une certaine mesure. C'est dans les pays les plus productivistes qu'on vit le plus longtemps, qu'on a le plus haut niveau d'alphabétisation, ainsi que des hôpitaux performants et le plus faible taux de mortalité maternelle et infantile. Et c'est dans les pays les plus frugaux
que ces indicateurs sont dans le rouge. La société industrielle procure aussi des bienfaits sociaux que la gauche n'a cessé d'exalter tout au long de son histoire. L'un d'eux est la réduction du temps de travail, ou le fameux « droit à la paresse » que Paul Lafargue proclamait au XIXe siècle. On se souvient que des utopistes du XIXe siècle, comme Étienne Cabet ou Adolphus Hetzler, voyaient dans le machinisme la clé de la réduction du labeur. Pourtant, les partisans de la société du temps libéré, pour reprendre l'expression de l'un des pères de la décroissance, André Gorz, ne cessent de commettre des contresens en la matière, en dépeignant la société industrielle comme l'ennemi de ce droit à la paresse. Ces contresens sont favorisés par les représentations du système industriel dans la culture populaire. Tout le monde a en tête les premières scènes des temps modernes de Charlie Chaplin. Le travailleur à la chaîne est déshumanisé. Le film fait croire que la pénibilité est une invention de la modernité. Comme si les sociétés prémodernes étaient des havres d'oisiveté. Or, nous avons vu que l'homme, c'est au néolithique, débarrassé de son oisiveté en contrepartie d'un mode de vie durable. Les premières sociétés agraires étaient donc très laborieuses. En Angleterre, nous rappelle l'historien Gregory Clark, à la veille de la révolution industrielle, l'homme lambda travaillait 10 heures par jour ou plus, pour 300 jours par an de travail, ou plus, soit une quantité de travail supérieure à 3000 heures par an. Les travailleurs agricoles semblent travailler une quantité d'heures similaire. Dit autrement, il semble que le travailleur travaillait autant par jour dans l'Angleterre médiévale qu'à la fin de la révolution industrielle. Arrêtons de dépeindre l'ère industrielle comme celle des cadences infernales succédant à une ère prémoderne, où tout le monde gambadait dans la prairie. Arrêtons aussi de croire que le travail des enfants est une invention des industriels du XIXe siècle. Comme l'écrit l'historien David Nicolas, bien que nous jugions répréhensible le fait d'employer des enfants durant de longues heures pour de bas salaires, telle était la norme au Moyen Âge. Il semble que personne n'ait alors trouvé odieux le recours au travail des enfants. La situation des enfants n'était guère meilleure durant l'Antiquité ou la préhistoire. Il est aisé de comprendre pourquoi seule la période industrielle a concentré autant de commentaires indignés sur le labeur des enfants et la pénibilité du travail. L'indignation ne survient que lorsque, pour la première fois, la possibilité se présente d'éradiquer les phénomènes révoltants. C'est le paradoxe de Tocqueville. Les peuples ne se révoltent que lorsque leur situation s'améliore. Il n'y avait donc aucune chance que l'ère prémoderne enfante les proses de Victor Hugo sur le travail infantile. La pénibilité était la norme. C'est pourquoi, en 1516, le penseur humaniste Thomas More qualifiait d'utopie le monde qu'il imaginait, où 6 heures de travail par jour produisent abondamment toutes les nécessités et commodités de la vie, et en outre un superflu bien supérieur aux besoins de la consommation. Grâce à l'ère moderne, cette utopie est devenue une réalité. En 1870, le travailleur français... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.